C'est la rentrée et le chemin presque oublié de l'école. École des filles, on les y traîne un peu. École des garçons, ah non, pas tout de suite papa. Mais si, non, non papa, pas déjà, pas maintenant. Ah vraiment, il n'y a pas d'enthousiasme. Mais de la dignité, si. Devant la caméra, même à 5 ans. J'y vais, moi, à l'école, comme tous les autres. Une multitude de petits garçons et filles que salue leur maman. Les livres et les cahiers sont tout neufs, mais faire des devoirs, apprendre des leçons. La rentrée, décidément, est encore le meilleur moyen d'apprécier les vacances. Que j'étais heureux hier encore, avec tous mes copains. Aujourd'hui, c'est un autre chemin. Après 2 mois de loisirs, il faut bien. Mes parents me disent qu'eux aussi, avant moi. Heureusement, il y a la récré, avec le petit Lucien et Pierre. On nous dit que le nombre de classes dans ces années d'après-guerre est insuffisant. Il en manquerait 18 000. Il y en a bien assez. Et puis pour le confort, c'est pas ça. C'est ainsi que l'on commentait la rentrée dans les années 50. Voici revenu le temps des tabliers noirs, des feuilles mortes et des plumiers neufs. Qui dira jamais la poésie du premier cahier blanc et la nouveauté de cette journée d'automne où chaque année le printemps croit entrer en cage. Enfin, n'exagérons pas. Studieux, nous allons l'être, bien sûr. Nous ferons l'effort d'une bonne rentrée, promis. Demain, on remettra ça. Je saluerai maman avant de reprendre seul cette fois le chemin de l'école comme tous mes copains. C'est ainsi, mais dans quelques jours, ce sera moins dur, l'angoisse sera moins pesante. Allez, on y va d'un pas ferme pour papa et maman. Alors aujourd'hui, nous allons tracer d'abord un carré. Je prends la règle graduée et je commence par tracer un premier trait. Allez-y. Dans cette classe 1930 du musée de l'école de Saint-Rémy en Saône-et-Loire, les enfants s'appliquent. Tracer des traits, des angles droits, c'est déjà une opération délicate, mais le porte-plume, l'encre et le double décimètre rendent cette fois la manœuvre périlleuse. Tous ces outils de l'écolier, la règle et le rapporteur du maître, sont encore fabriqués par une petite entreprise artisanale, par amour du bois et de la tradition. C'est les outils du maître. Ce sont des objets rétro, mais qui ont encore leur utilité. On se sert encore de ces objets-là dans une école. Ma passion, c'est plutôt le porte-plume, avec tout ce qui va autour. Les vieux cahiers, le double décimètre, et l'encre surtout. Et une foule de choses qui sont liées à l'écriture, et c'est ce que j'aime. À Saint-Cernin, à quelques kilomètres du Creusot, ils sont 5 à travailler le bois. Ici, des manches de porte-plume qui seront ensuite teints. Plus loin, des règles, des plumiers, des écritoires. Depuis 4 ans, c'est à la fois une simple menuiserie et un atelier créatif qui déborde d'idées nouvelles à partir des modèles anciens. J'ai connu ça à l'école, donc c'est aussi tout un pan de mon enfance, de ma jeunesse. Ça m'a laissé des bons souvenirs, que de bons souvenirs, même si je faisais l'école buissonnière. À l'origine, j'étais encadreur. C'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Gilles Donchevin, qui est un passionné d'écriture et qui me commandait des petits cadres en chêne pour encadrer lui-même des pages d'écriture d'écolier d'antan. Il a su susciter chez moi la même passion et du coup, on en est venu à créer d'autres objets. Tout ce qui touche à l'écriture d'antan, ce côté un peu authentique des choses. Les collines du Morvan et plus largement les forêts de Bourgogne fournissent le bois de l'entreprise, le hêtre et surtout le chêne. C'est dans cette scierie près de Chalon-sur-Saône que José Lopez se fournit à 80%. Il sélectionne le bois, dense, odorant, aux fibres serrées. C'est moi qui vais à la scierie approvisionner le bois. C'est vite devenu, c'est vrai, des amis et qui se sont passionnés pour ce que l'on faisait parce qu'on le faisait en chaîne. Tu me l'appelles, mais on regarde à nouveau. D'accord. Je veux être sûr de... Ouais, mais vous inquiétez pas. Premier choix. J'aime le chêne par-dessus tout. Il est très dur à travailler, mais il a quelque chose de beau à la fin. Une fois qu'il a été transformé, poli, verni, il ne déçoit pas. Le manche teint et ciré, les porte-plumes sont ensuite montés, une virole et une plume. Tout le monde ici est polyvalent et les plus jeunes découvrent un autre univers scolaire. Tous les objets qu'on fabrique ici, je m'en suis jamais servi à l'école. J'ai essayé un porte-plume, c'est très dur, mais avec un peu de travail et un peu d'entraînement, on y arrive.
Assortis à l'ancien pupitre d'écolier, les accessoires de l'écriture d'hier retrouvent leur jeunesse entre les doigts d'une petite fille. Utile ou décoratif, un peu nostalgique, aussi charmant que les récompenses d'autrefois, quand on avait vraiment bien travaillé. C'est une école au milieu des terres, une école d'autrefois, avec la maison du directeur et tout à côté le préau et la salle de classe. Vous pouvez entrer. Fermée en 77, l'école rurale est devenue musée. Ceux-là étaient écoliers entre les années 30 et 60. Ils y ont usé leurs fonds de culotte et leurs sabots. À l'école de la République, leur école, il était interdit de parler breton. Mais on y revient avec émotion. J'aime bien une fois de temps en temps. Pourquoi ça... Oui, c'est des souvenirs, ça. Hein. C'est des souvenirs. Personne n'a oublié le chemin de l'école. 3 à 5 kilomètres parcourus à pied, à vélo et par tous les temps. Sur le chemin de l'école, moi j'étais au bas du bourg. J'avais une copine, alors au plein bourg. Là, on s'attendait tous les matins et on récitait les leçons. Je sais pas ma leçon, je sais pas ma récitation. Quelques jours après la rentrée, il y avait le rituel de la photo. Bon, c'était un grand jour pour nous. On mettait une belle toilette et puis c'était super. On se mettait en rang, les plus petits étaient devant. Et puis ça venait par ordre de grandeur. Et puis les maîtres étaient assis sur le bord. Et puis le plus petit avait une ardoise et puis on mettait la date, l'année, la date. Silence dans les rangs. À l'époque, on entrait en classe à peu près comme ceci. Bonjour les enfants. Mademoiselle Guillou, 85 ans, était déjà à ce bureau entre 1937 et 1945. Les enfants ont bien grandi. Longtemps, ils sont venus avec leur musette à l'école. Le matin, on commençait par la leçon de morale. L'enfant qui gaspille est une lourde charge pour sa famille. Aussi, les écoliers prenaient soin de leurs sabots. On venait donc en sabots de bois, hein, parce qu'on n'avait pas de chaussures. Et donc, à la porte où on se déchaussait en hiver pour pas les laisser dehors, le long du mur. Et donc, nous étions en chaussons dans la classe. Comme l'herbe était fraîche à l'abri de vos tiges, comme on s'y trouvait bien sur le dos allongé dans le 1er octobre 1931, Augustine a effectué dans cette école sa première rentrée. Enivrant à donner des vertiges. Voilà le cahier, mon cahier de récitation, le coq et le renard. Alors il fallait s'appliquer... S'appliquer toujours, bien faire. Et on voulait faire plaisir à la maîtresse, on voulait s'appliquer. Ça faisait partie des bons points. Il y avait des bons points aussi. Par exemple, quand on mettait le ton et tout, on avait un bon point. Les bons points donnaient droit à une image pour les enfants sages. La classe allait de la maternelle au certificat d'études et c'était un honneur quand un élève était désigné pour remplir les encriers. Tous ont appris ici à écrire. On me disait que l'écriture ressemblait à des vers de terre. Ça, c'est un souvenir que j'ai. Et toujours aujourd'hui? J'écris toujours pareil. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir. L'institutrice était assez sévère pour ça, pour les tâches et pour la tenue du cahier. Oui, j'étais très sévère, j'exigeais. J'exigeais qu'on arrive à l'heure, que les devoirs soient faits, qu'on apprenne les leçons, que les cahiers soient propres, les mains soient lavées. Quand on était puni, on allait au piquet, et puis on restait, on tapait quelquefois sur les doigts, hein. Oui. Et puis on restait une demi-heure quelquefois. L'institutrice n'avait, dit-elle, pas trop à gronder. On l'écoutait. J'aimais bien quand un enfant faisait des progrès. J'en ai vu qui sautaient une classe même. Il y a 22 ans que l'école de Botoa a fermé. Ce fut la dernière rentrée, la dernière récréation. Aucun des anciens élèves n'a oublié l'école de ses débuts.
T, U, V, W, X, Y, Z. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un livre? Qu'ils aient 6 ans comme Sacha, ou beaucoup plus, ils adorent tous ce coin de librairie parisienne réservé aux livres anciens pour enfants. Récits d'aventures, contes de fées et surtout manuels de lecture d'un autre temps. Les enfants sont surpris de voir souvent les livres du siècle dernier. Ils imaginent mal qu'on ait pu faire des livres avant eux, quoi. Il y a aussi des personnes plus âgées, ou alors des enfants âgés, disons, qui viennent par nostalgie retrouver leur enfance. Ah, écoutez, moi j'ai sous les yeux un ouvrage que j'aime beaucoup. J'aurais presque envie de réapprendre à lire en lisant ce livre. Je sens l'odeur de l'encre, l'odeur du bureau, je vois le tableau noir, je vois l'éponge, je vois le maître. J'ai connu tout ça. C'est la première classe qui ouvre les portes du monde des lettres, et cela ne s'oublie pas, surtout au marché Georges Brassens de Paris, le repère des brocanteurs et des amoureux des vieux papiers. Au milieu des piles de livres, des abécédaires, des syllabaires attendent les amateurs. Celui-là, je l'ai, oui, il est superbe. Celui-là et celui-là. La première version date même plus de 1919. Oui, oui. Alors c'est marrant parce que je l'ai aussi, celui-là, mais comme vous, en mauvais état. Oui. J'aime bien être ici parce que je me sens comme un poisson dans l'eau. Donc il y a beaucoup de choix, parce qu'il y a beaucoup d'exposants. Donc en fait, on est pratiquement sûr de trouver quelque chose. Le plaisir, je pense que c'est vrai aussi pour beaucoup de collectionneurs, c'est quand même surtout de chercher ce qu'on n'a pas. Alors quand ils sont chez moi, donc d'abord je commence par les réparer, et ensuite donc je les range, et puis j'aime bien les consulter de temps en temps, surtout l'hiver, quand il fait mauvais dehors, on est content d'être à la maison et de pouvoir regarder ses livres, quoi. 5 ans de collection, 700 livres déjà, tous charmants, attendrissants même, avec leurs dessins, leurs couleurs, leur poésie, leur parfum. C'est une caractéristique des livres anciens, c'est que vous voyez, tous les instituteurs étaient soit en nœud papillon, soit en cravate. Je ne recherche pas spécialement mon propre passé, mais par contre je recherche plutôt l'atmosphère d'une époque. Beaucoup de livres en fait décrivent des scènes de la vie quotidienne. On retrouve des ambiances qui n'existent plus maintenant, et ça donne de l'émotion, oui. Alors, ces petites filles d'hier n'ont pas tout à fait disparu. À travers les livres qu'elles ont feuilletés 1000 fois, qui peut-être les ont fait souffrir ou sourire, elles restent dans nos mémoires, et c'est cela, notre récompense. Eh bien, aujourd'hui, mes enfants, leçon de choses, la craie. Vous écrivez avec moi sur votre ardoise. Cécile et Anthony, avant leur vraie rentrée, découvrent l'histoire d'une classe de la Troisième République et écrivent avec une craie pour la première fois. La craie, c'est l'outil indispensable du maître d'école. Les anciennes craies crissaient sous le tableau. C'était assez désagréable. Mais parce que la craie d'origine était tout simplement taillée dans le bloc de craie. C'est la craie brute. Tandis que maintenant, comme elle est travaillée, elle est beaucoup plus friable. Nous sommes en Champagne-Crayeuse. Ici, chaque tracteur soulève des nuages de poussière blanche. La craie est toujours à portée de vue, présente sur le bord de chaque chemin. En Champagne, le carbonate de calcium est exploité depuis Louis XIV. S'il rentre dans la composition du papier, du plastique, de la peinture, les bâtons de craie de couleur, eux, commencent d'abord par ressembler à de gros spaghettis. On travaille avec une poudre, on fait une pâte qu'on extrude. C'est la transformation. De cette manière, ça fait environ 35 ans qu'on fabrique de la craie ici en Champagne. Et c'est ainsi que 3 à 4 millions de bâtons de craie naissent ici chaque jour. Attention. Calcul mental. On lève les ardoises. On utilise toujours la craie à 80% au tableau, c'est moins cher que les marqueurs. Quant aux souvenirs, ils sont partagés. Ce qui est surtout désagréable, c'est la poussière de craie. Surtout quand on essuie le tableau. On aimait assez bien écrire au tableau. On était assez fiers lorsqu'on allait effacer les tableaux. Et on avait le privilège d'aller secouer le chiffon ou taper la brosse à l'extérieur. Est-ce que tu changerais ton stylo pour la craie ? Ouais.
Non. Mais la craie a tout de même un bel avenir devant elle. Pour écrire. Pour écrire au tableau. Au tableau. La récréation est terminée. Nous entrons en classe. Qui peut me dire le nom de cet objet? Le globe terrestre. Le globe terrestre. C'est un objet qu'on voit encore dans les classes. Celui-ci est déjà très ancien, il a presque 100 ans. Les images, les cartes et tout ce matériel scolaire que découvrent les enfants dans cette petite école du Vaucluse ont servi à leurs parents, à leurs grands-parents. Et leur maître est un professeur à la retraite. Au XVIIIe siècle, l'élément le plus fréquent, c'est celui d'une table géographique, c'est-à-dire d'un ensemble de connaissances qui sont répertoriées et qu'on apprend par cœur. L'évolution, ce sera la carte que on a vu apparaître au XIXe siècle avec la grande réforme de l'école gratuite, laïque et obligatoire. En tant que président d'une association qui veut faire revivre l'école d'autrefois, on est toujours d'une part plein d'admiration devant ce qui s'est fait. Plein d'admiration aussi pour ceux qui ont su conserver ces témoignages du passé. Après la classe d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier, ce sera la récréation qui, elle, n'a guère changé. Que d'anciens enseignants collectionnent les objets des écoles d'autrefois, c'est presque normal. Mais qu'un couple de restaurateurs en décore leur bar ou leur escalier, c'est beaucoup plus amusant. Une passion teintée de nostalgie qui dure depuis 10 ans. À travers ces images, on peut voir l'évolution de la France du 19e aux années 70. Ces images étaient destinées plutôt aux enfants des grandes villes. Montrer à travers des couleurs ce qu'était un paysage, une usine, un avion même, ce qu'était le progrès. Aux enfants des campagnes, on avait tendance à leur montrer des images de la ville, de Paris, d'un grand magasin. Et les cartes? Alors la plus terrible, c'est celle qui représente les départements français. D'accord? C'est-à-dire, de ce côté-là, on trouve les départements à l'aveugle, et de l'autre côté, les départements étaient nommés. Et il fallait que les enfants soient capables de nommer chaque département, ce qui a traumatisé des générations d'écoliers. Tous les dimanches matins, à l'Île-sur-la-Sorgue, l'un des nombreux brocanteurs installe un stand bien particulier. Jacques Topin est là, dès l'ouverture. C'est l'Europe politique. Attention, c'est pas l'Europe politique d'après-guerre, c'est l'Europe politique d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Dès que finissent les vacances scolaires, c'est pour moi le paradis. À ce moment-là, je me mets en quête, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment un archéologue de l'école, je me mets en quête d'aller à la recherche dans une école de quelque chose que je ne posséderais pas, que je n'aurais pas. Ça me touche, ça m'émeut, comme une rencontre avec quelqu'un que je n'aurais jamais connu, que je rencontre pour la première fois. Je remets au présent ce qui était du passé. Leçons de choses, leçons de vie, elles font sourire avec tendresse ces cartes et ces images. Elles sentent encore la craie, celle qui sert toujours à dessiner les marelles de l'enfance. C'est un métier que j'ai aimé profondément. C'était un métier que je voulais faire au départ, que j'ai passé ma vie heureux auprès des enfants. Et en étant toujours avec des enfants, j'ai eu l'impression de rester toujours jeune. Instituteur pendant 40 ans dans le Nord et à Lille, c'est avec son argent que depuis 1986, Jacques Navot rachète matériel et livres scolaires rassemblés dans cette école désaffectée. J'ai réuni tout ce matériel, les livres, le mobilier, etc., à une période à laquelle des commissions de sécurité ont vidé les greniers et les caves des écoles. Et de ce fait-là, tout allait se perdre. Donc mon but, c'était de sauver pour que nos enfants et petits-enfants aient encore des traces de ce que nos grands-parents à nous ont connu. On trouve tous les programmes depuis, on va dire en gros, le 19e siècle jusqu'à nos jours, et dans toutes les matières. Géographie, histoire, français, tout est là. Plus de 4000 ouvrages, dont bien sûr les livres de calcul, si vous préférez, d'arithmétique, que bon nombre de générations ont utilisé pour apprendre à compter, diviser ou soustraire. Il y a eu toutes sortes de méthodes. On a vu des livres qui étaient alors pour les pauvres petits-enfants qui étudiaient ça,
Il n'y avait pas une image, il y avait essentiellement des calculs effrayants à faire avec des robinets qui remplissent des baignoires qui se vident en même temps. Oula, c'est compliqué. Heureusement, le cauchemar s'éloigne en 1930. On a une arithmétique qui se veut gaie, puisque l'auteur l'a appelée l'arithmétique en riant. Je ne sais pas si ça a fait rire les élèves qui s'en sont servis, mais enfin, c'était agrémenté d'une quantité de petits dessins humoristiques. Après-guerre, le calcul vivant apparaît. Les gravures sont inspirées du monde rural et les dessins explicatifs. On est arrivé à des livres apparemment plus gais puisqu'il y avait des couleurs, hein, toujours pour expliquer pratiquement les mêmes choses, mais avec des exercices beaucoup plus simples et beaucoup plus pratiques. On apprenait le calcul par les livres, leçon après leçon, on écoutait le maître. C'était de la mécanique qui ne faisait pas appel à l'intelligence de l'enfant. On passait par le tableau noir. Absolument, c'était toujours la leçon magistrale, et ça dans toutes les disciplines, hein, le maître au tableau et les enfants qui reproduisaient et qui comme ça apprenaient à lire, à écrire, à compter. Grâce à ce bénévole inspiré et son association, étudiants et chercheurs trouvent ici de quoi alimenter leur thèse. Moi, je m'intéresse à la morale, comment les Français apprenaient des choses à l'école primaire. Eh bien, ils ont appris l'orthographe et à lire Bijoux, Chou, Caillou, Genou dans un livre inoubliable. Alors celui-ci, le cours d'orthographe de Monsieur Bled, le Bled, ça c'est un livre qui a compté pour des dizaines de générations. On y apprenait toutes les règles, les fameuses règles du participe passé qui ont fait pâlir tant d'enfants, toutes les listes par cœur. Ça a été une base de l'enseignement. Incontournable aussi, le livre unique à couverture verte. Dans le livre unique de français, l'auteur Dumas avait réuni toutes les disciplines du français, lecture, grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe et composition française, et c'était fait par thème hebdomadaire. On avait donc un thème qui était gentiment illustré de petites gravures en noir et blanc. Bien des livres mériteraient notre attention, comme ceux de géographie. Au hasard, là, je vous en ai sorti quelques-uns. Par exemple, celui-ci qui a servi avant et après la guerre, où on apprenait, et tout le monde s'en souviendra, encore par cœur, les départements, préfectures et sous-préfectures. Et tout ça, maintenant, c'est fini, c'est disparu. On habite dans le 95 ou dans le 59, mais on ne connaît plus tout ça par cœur. Combien d'instituteurs, combien d'élèves ont compulsé ces livres qui reflètent 100 ans d'école? Apprenez, disait le maître, étudiez, il en restera toujours quelque chose. Le village de Niaux, à peine 200 habitants, comme posé dans la vallée du Vic de Sceaux. Odette, Paul, Max et François, enfants du pays, n'ont pas oublié le chemin de leur école. J'ai fréquenté le chemin de l'école en 1926. J'avais 5 ans. Et on passait par ces petits chemins? Et on passait par ces petits chemins. Et voilà. Il fallait faire emporter chacun un morceau de bois là pour. Parce qu'on avait un poêle à bois à l'époque. Et quand il y avait de la neige, hein, par le chemin de Vidalotte, on avait de la neige comme ça. Avec... On y allait par tous les temps, à pied. Et le jour de la rentrée est encore dans les mémoires. On avait tous des tabliers, et on avait tous les cahiers neufs, tout ça. Bon, c'était quand même un peu émotionnant, quoi. On est en retard, elle dit regarde-moi l'heure, attention la maîtresse. La voilà leur école. Achevée en 1903, à peine transformée par le siècle, elle réveille des souvenirs. On jouait au billes autour, là-dedans, on n'avait pas beaucoup de place. Et puis, il y a des fois, il y avait le maire de l'institutrice qui jouait au billes avec nous. Et puis l'institutrice nous faisait une révision des mains avant de rentrer. Et si on était sale, il fallait se laver à la pompe qu'il y avait là. On tapait, on rentrait, ouais. Ça y était, on passait par un couloir qu'il y avait là, et chacun prenait sa place à l'école. Le matin, quand on arrivait, il y avait la leçon de morale, et puis il y avait l'exercice d'écriture. François, comment tu écris, ma chaîne? Ils y ont appris à lire et à écrire à la plume gauloise ou sergent-major et à l'encre violette. On nous notait sur l'écriture aussi, parce que si vous faisiez des tâches et tout, et des fautes d'orthographe, on était noté là-dessus. J'ai marqué ma vie, où j'ai préparé mon certificat d'études, là. Vous vous interrogez sur les départements. Et l'histoire aussi, il fallait savoir les dates aussi. Moi j'avais bonne mémoire là-dessus, je me rappelais assez bien.
À leur époque, l'école commençait le 1er octobre. Comme j'étais à la classe et tout petit, je me camouflais dans le BAM. Et je faisais une petite sieste toute l'après-midi. Personne ne voyait rien. Hein, comme ça. Après, quand j'étais plus grand, on entend truc, comme vous disiez, la dame, moi j'écoutais un petit peu. Et je soufflais au grand. Et puis à elle, je lui ai soufflé quelques fois, parce qu'attention, elle n'était pas douée. Là. Moi, j'étais au cours supérieur, je suis partie. Alors bien sûr, c'est justement là... 3 ans de différence. C'est justement là que je te soufflais. Oh, tu fais semblant de ne pas vouloir t'en rappeler. Avec sa femme, Max Desjean a créé ce musée d'art et tradition ariégeois, sans oublier la classe de son école. C'est un petit peu des souvenirs que tout le monde a de l'enfance, plus ou moins heureuse. Certains y allaient avec plaisir, d'autres moins. Donc, bon, il se trouve que dans le musée, on a laissé une petite place à l'école et on l'a reconstitué dans sa configuration, disons, des années 1900. Parmi les objets rassemblés, cette carte originale de l'Ariège date de 1898. Le budget étant très limité, certains instituteurs fabriquaient eux-mêmes des supports pédagogiques comme cette carte, faite à partir des courbes de niveau, en relief, en plâtre, et chaque nom de localité est porté à la plume sur une petite étiquette. Ça a dû demander des centaines d'heures de travail. La carte a dû bien servir, et ceux qui travaillaient étaient toujours récompensés. On devait être 25 ou 30 à peu près. Et l'institutrice s'occupait de tous les cours. J'aimais l'école. Quand j'étais au cours complémentaire, j'avais un point d'honneur d'être premier en classe. À Niaux, si la salle de classe reconstituée n'est qu'un décor, le temps de la communale fait encore rêver. Et aucun de ses anciens élèves ne l'a oublié. Donc nous passons dans la salle de classe que vous aurez pu découvrir si vous étiez élève en 1920. Grâce à un professeur à la retraite, les enfants d'aujourd'hui découvrent l'univers scolaire de leurs arrière-grands-parents. Un voyage dans le passé avec Jean-Louis Bonnefille, qui par amour de l'enseignement et des beaux objets, est devenu collectionneur. Nous allons dans la salle des plumes et des porte-plumes. Ici, la forme de la plume, vous voyez, des tours Eiffel, des masques, des Pinocchio, des mains. Donc ce sont des figures qui sont estampées sur la plume. Et quand j'ai vu arriver les ordinateurs dans l'école en 70-75, je me suis effrayé de voir disparaître ces petits objets, notamment les plumes, puisque c'est les plumes, mon dada en premier. Et petit à petit, on trouve un crayon, on trouve une plume, on trouve un porte-plume, et on commence une collection comme ça. C'est un cahier de mathématiques qui date de 1824, qui a été réalisé par un enfant de 12 ans, qui habitait à Trinquetail, à côté d'Arles. C'est un cahier de 361 pages, qui est splendide. Des objets précieux devenus rares, voulant faire partager sa passion, notre collectionneur a ouvert ce musée, le musée du scribe. Il rend ainsi hommage à l'écriture et aux anciens. 50 000 pièces sont ainsi présentées. Les mallettes de voyage évoquent l'époque des diligences. Joyaux de la collection, les encriers. Ils viennent des 4 coins du monde. Les plus anciens sont en faïence ou en porcelaine. Ils sont aujourd'hui considérés comme des œuvres d'art. Leurs formes sont diverses, mais toujours harmonieuses. Au fil du temps, le bronze, l'étain, le cristal, le bois et même le cuir font leur apparition. Surprenant, les encriers à sonnette. Un encrier d'hôtel, la dame de salle appelle le patron pour venir faire l'addition quand le client le demande. Voici une canne d'écrivain qui se compose de 3 parties. La plume, le porte-mine et enfin en bout l'encrier. Et cette canne a été offerte aux invités lors de l'inauguration de la Tour Eiffel en 1889. Nous allons passer maintenant au stand d'écriture. Collectionneur, Jean-Louis Bonnefille est aussi calligraphe. Il a créé au sein du musée un atelier d'écriture. Si vous avez la chance de tomber sur une plume d'oie intelligente, vous risquez d'avoir une plume qui ne fait pas de faute orthographe. C'est en 1880 que la plume en métal remplace la plume d'oie. Alors, oubliant modernisme et stylo à billes, les enfants apprennent ici les lettres gothiques. Les élèves s'appliquent. Pour les enfants, c'est avant tout un exercice de concentration, de propreté, de soin. Le droit à l'erreur n'est pas admis. La seule solution pour réparer, c'est de recommencer. Ça permet de se détendre, laisser le stress.
Quand on arrive ici, on laisse tout le stress dehors. Un porte-plume, c'est vrai que c'est beaucoup plus long que d'écrire à l'ordinateur, mais c'est beaucoup plus beau et puis on voit qu'on a mis beaucoup plus de cœur à écrire avec ça qu'à l'ordinateur. Il faut attendre 1830 pour que le buvard soit inventé. Auparavant, c'est avec une précieuse poudre d'or que l'encre est séchée. La calligraphie ou l'art de la belle écriture n'est pas lettre morte. Ce savoir-faire a encore... Le cahier du Guette et tous ceux qui envahissent cette table viennent d'arriver chez Henri Meyroux grâce à un réseau d'amis, de relations, surnommé les protège-cahiers. Sauvé de la destruction, de l'oubli dans un grenier, chaque petit volume est lu, relu, noté et classé. Moi, chaque cahier m'apporte quelque chose de nouveau. Un petit dessin comme ça, je trouve ça génial, quoi. C'est superbe, les proportions, tout ça. C'est très, très chaud, très chaleureux, très intense. Je vois là qu'il y a beaucoup d'humour, c'est des cahiers très vivants. J'aime bien les cahiers très vivants. Donc celui-là, il mérite un 8,5, 9, quoi. C'est à Reillanne, son village des Alpes de Haute-Provence, qu'Henri Meyroux a trouvé et sauvé, il y a 12 ans, une pile de cahiers jetés à la décharge publique. Aujourd'hui, il en a 12 000. Ce qui me plaît le plus, c'est justement ce côté patrimonial, cette transmission des savoirs. Hein. Les parents gardent beaucoup encore les cahiers de leurs enfants. On voit l'évolution de la société française à travers les cahiers, à travers les rédactions, à travers les techniques, hein, la qualité du papier, la qualité des couvertures, puis l'enseignement donné, quoi, depuis 1900. Encre de Chine, plume souple et doigts agiles, il est avant tout calligraphe, amoureux des lettres, de l'écrit sur tous les supports. Dans son atelier rempli de papiers empilés jusqu'au plafond, il possède des trésors, une collection unique en France, le témoin du travail quotidien des enfants à travers les siècles. J'ai eu la chance de trouver des cahiers très vieux, hein, donc entre autres celui-là, là, qui est de 1666. Et après, j'ai des cahiers de 1775 et beaucoup de cahiers entre 1850 et 1900 où l'époque scolaire était à son plein. Moi, je rencontre encore des personnes âgées maintenant qui ont gardé l'élégance de l'écriture de l'école primaire de début de siècle, par exemple, hein, où jusqu'en 1920, il y a eu toujours une tradition d'écriture française. J'appuie pas. J'appuie fort, bien droit, je tourne, je ralentis et je monte. Henri Meyroux retourne à l'école pour enseigner avec plaisir les secrets des pleins et des déliés. Aujourd'hui comme hier, les petits écoliers s'appliquent. Entre la plume qui gratte, l'encre qui bave, la main qui se raidit et la page qui glisse, l'apprentissage est difficile. Chaque adulte se souvient de ses efforts et c'est pour cela que les cahiers d'écoliers sont si attachants, même si les souvenirs sont parfois un peu pénibles. J'ai eu une affection particulière pour les cahiers de cancre. C'est pas forcément un mauvais élève. Ça peut être quelqu'un qui peut bien faire quand il veut et que quand il veut. 0, 0, 0, il a eu 0,5 quand même. Il y a plus souvent du rouge que du violet, hein, dans les dictées. Alors j'ai des cahiers de Kant où il y a 49 fautes en 2, 4, 6, 8, 11 lignes. Hein. Voilà une carte de géographie qui est entièrement fausse, quoi. C'est vraiment un objet très parlant. Je m'en lasse pas. En fait, il les connaît par cœur, il en est le gardien. Modeste ou magnifique, chaque cahier raconte une histoire, la trace de notre école et de notre enfance. C'était il y a 50 ans. Sur le chemin de l'école, tous les enfants de l'époque portaient à la main un cartable. Un sac de cuir avec un rabat, des fermoirs métalliques ou des lanières, chargés de livres, de cahiers, de crayons, de tout ce qu'il fallait pour une journée de classe. On l'appelait aussi serviette ou gibecière s'il avait des bretelles pour le mettre sur l'épaule ou sur le dos. Ce bagage indispensable se fabrique encore, en cuir, dans quelques petites entreprises artisanales, comme ici dans le Tarn. Pour faire un cartable, je veux une peau déjà en pleine fleur, qui soit relativement souple, qui ait une bonne tenue, très résistante, et une certaine épaisseur.
Là, nous venons de recevoir une peau de veau et je suis en train de vérifier visuellement les caractéristiques de cette peau, voir si s'il n'y a pas trop de défauts, si elle a une bonne tenue, une bonne souplesse, un bon toucher. Une fois sélectionnée, la peau passe à la coupe. Et partout, à tous les postes de travail, les salariés touchent, caressent le cuir avec plaisir. Ils sont une vingtaine ici à Groyer, à fabriquer des sacs, des portefeuilles, tous les accessoires de maroquinerie. Leurs gestes sont précis, minutieux, délicats, pour assembler par exemple la douzaine de pièces qui composent un cartable. C'est un travail manuel, artisanal. J'aime bien faire du cartable. Bon, le cuir, c'est noble. En plus, le cartable, c'est des grandes pièces à travailler. Donc, c'est moins minutieux que de la petite maroquinerie. Et oui, ça me plaît. Ce qui m'agace le plus, c'est travailler avec la colle parce qu'on s'en met plein les doigts. Mais bon, heureusement qu'on travaille sur un marbre et que c'est plus facile à nettoyer. Le travail du cuir, très particulier, s'apprend dans des écoles spécialisées. Mais ici, le savoir-faire est presque un secret d'entreprise. Il se transmet sur place, des plus anciennes aux plus jeunes. Les piqûres, les surpiqûres, les angles, les arrondis, tout est mis au point soigneusement pour chaque nouveau modèle créé sur place. Tiens, regarde André, j'avais pensé à un modèle qui pourrait être sympa. C'est une couverture de cartable. Ah oui, pas mal. Tu vois, ouais, ouais. Ici, on peut imaginer donc les poches. Ouais, c'était une très bonne idée, ça. Et au niveau des proportions, le diminuer simplement du... un petit peu en hauteur. Ouais, en hauteur. Mon rôle dans l'entreprise, c'est de concevoir et de créer les modèles. Moi, j'adore le cuir. Le cuir souple est très difficile à travailler. Il va s'étirer, il va se rétracter, il va... Et c'est pour ça que la difficulté se trouve là. Il est très susceptible, vraiment caractériel. Un peu sport et très chic, le cartable est presque fini. Il lui manque juste sa petite musique. Mais pour transporter leurs cahiers, les enfants d'aujourd'hui choisissent plutôt des sacs à dos en plastique, en matière synthétique. Colorés, solides, à la mode de leur âge. Alors un cartable classique, ça les rend perplexes. C'est pas trop mon style, quoi. Ça fait plutôt vieux, je trouve. Tout le monde a des sacs de sport. Tandis que moi, si j'arrive à l'école comme ça, avec un sac en cuir, c'est mon courant de moi. Aucun succès donc pour l'instant, mais il suffit simplement d'attendre que ces enfants grandissent. Devenus jeunes cadres dynamiques ou hommes d'affaires, ils trouveront alors que le vrai cartable en cuir est plein de charme. Il est magnifique celui-ci. Oui, mais tu as vu celui-là, tiens. Mais il est tout nouveau celui-là. Ouais, je l'ai acheté ce matin au marché de Saint-Tropez. En parfait état en plus. Recouverts de cuir, de papier ou de tissu, selon leur date de fabrication, ces livres de prix ont trouvé un refuge à Cogolin. Leur hôte les aère tout en les protégeant du soleil, les classe, les répertorie, les admire. Ils rêvent aussi parfois, emportés par l'histoire, l'aventure, comme quand il était enfant. J'ai collectionné les livres de prix par réaction peut-être, parce que j'étais pas un très bon élève, hein, j'étais un élève médiocre, et finalement, moi, lors de toutes ces distributions, je n'avais pas grand-chose, hein, et le seul moyen de les avoir, c'est de les rechercher et de les acheter. C'est pour ça peut-être que j'ai accumulé autant de prix des autres. Quelques jours avant les vacances, la distribution des prix rend hommage aux meilleurs élèves de l'année. C'est une vraie cérémonie, une tradition qui remonte au XVIIe siècle et s'achève vers 1960. Que l'école soit publique ou privée, les récompenses sont toujours des livres, symboles d'éducation. À l'intérieur, une étiquette précise le nom de l'heureux propriétaire et la nature de son prix. Le premier prix d'excellence est décerné à l'élève Giraud Battistine, un très joli prénom, Toulon, le 16 août 1876. Tous ces livres témoignent de l'application de plusieurs générations d'enfants qui ont studieusement fait leurs devoirs, appris leurs leçons, récité. Tout ça pour, une fois par an, mériter une mise en valeur de leur qualité et de leur travail, de leur mérite.
De librairie spécialisée en bouquiniste, la quête du collectionneur devient très difficile. Les livres sont de plus en plus chers et rares. Oui. Je vous ai préparé une petite table spécialement pour vous. Ah oui, là, il y a... cartonnage que vous aimez. Je vais vous montrer celui-là qui est un cartonnage carton, lithographie couleur, dans un état impeccable. Ça, vous ne devez pas en avoir beaucoup. Non, non, non. J'en ai quelques-uns quand même. Je ne suis pas simplement un collectionneur qui accumule des objets, qui les cache. Moi, je suis un collectionneur qui m'intéresse à la vie de l'objet, à la façon dont il a été produit, les gens qui l'ont produit, à tout un déroulement de vie de l'objet. Tous ces livres sont magnifiques, mais peut-être trop parfaits. Et Jacques Camba rapporte plutôt chez lui des volumes qui ont vécu. Pour eux, il transforme son bureau en hôpital et soigne avec patience et tendresse ses préférés, les plus fragiles, avec leur couverture de papier coloré, gaufré ou lisse. Ils s'appellent les romantiques et datent de 1840. C'est des livres qui ont été touchés par les enfants, qui ont été manipulés très longtemps, et en plus, ils ont été abandonnés dans un coin du grenier où ils se sont salis, ils se sont tachés. Ils ont été grignotés par les rats, enfin, toutes les misères qu'on peut faire en livre au monde, quoi. Et le jeu consiste à peu près à leur donner une forme présentable. Et finalement, ils reprennent à peu près forme humaine, quoi. Enfin, tout au moins forme humaine pour un livre. Et c'est peut-être au milieu d'un vide-grenier ou d'une brocante que se trouvent aujourd'hui d'autres livres de prix à peine sortis d'une vieille malle. De simples morceaux de bois transformés en crayons. Ils ont gardé leur corps d'origine, couvert d'écorce, mais ils ont une nouvelle tête, pointue et colorée. À l'origine de cette métamorphose, une femme, passionnée de nature et de dessin, elle en a quitté la ville et son premier métier. La vie avec les crayons, c'est une grande histoire d'amour. C'était un rêve, je savais que j'y parviendrais quand je ne savais pas. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Guy qui m'a permis de réaliser ça, et c'est quelque chose de formidable. Pour trouver le bois idéal, ils font des kilomètres dans les forêts, le long des routes de Franche-Comté. Respectueux de la nature, ils ne coupent que quelques branches à chaque arbre. Moi, à chaque fois que je ramasse une branche, que je ramasse un morceau de bois, c'est une découverte à chaque fois. C'est pas un morceau de bois. Dès que je le vois, ça y est, je m'envole. C'est du bois de quel arbre en général? Le noisetier. Je cueille beaucoup le noisetier parce que... Noisetier, saule, fusain et du frêne. On ne peut pas se permettre de prendre des bois qui ont 3, 4, 5 ans. Nous, c'est du bois, des rejets de l'année, voire de 2 ans. Chargés de fagots, heureux de la promenade, ils installent les futurs crayons dans une grange aérée, pour un bain qui élimine les larves d'insectes et pour un séchage de 4 à 5 mois, petit secret de paysan. J'ai eu la chance d'avoir une enfance à la campagne et entre les bois et les bottes de foin, voilà quoi. En revanche, elle ne connaissait rien à la mécanique. Elle a tout appris dans l'odeur de la sciure, un peu malhabile au début, mais toujours obstinée. Moi, je lance les idées très précises parce que je suis très exigeante là-dessus. Et Guy se met à bidouiller les machines parce que sinon, j'en serais pas là, quoi. Un crayon, oui, mais pas n'importe quel crayon. Le même que celui du maître, avec une mine rouge à une extrémité et bleue à l'autre. Quel plaisir de dessiner avec un tel outil qui tient si bien en main et dont la mine, tendre et ferme à la fois, glisse en douceur sur le papier en gardant la rigueur du trait. Un crayon, ça a une âme, ça a une vie. J'ai l'impression que c'est un peu le prolongement de ma propre main, beaucoup plus qu'un stylo-bille et encore plus qu'un ordinateur. Avec délicatesse et précision, la mine est fragile, le morceau de bois devient crayon. Il prend sa couleur pour l'écriture ou l'aquarelle dans l'atelier de Marie-Jeanne à Vieux-Charmont, dans le Doubs. Au démarrage, c'est vrai que j'ai eu une période un petit peu d'angoisse parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Quand je mélange toutes les couleurs, et quand le produit est fini, c'est la fierté
de voir ce que j'ai réussi à en faire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au bout de 2 ans et demi d'activité, je commence à, disons, à pouvoir en vivre. Rustiques, presque brutes, ces crayons particuliers remportent un vrai succès. Les tenir entre les doigts, c'est un peu toucher la forêt ou la campagne, rêver de nature. Il y en a qui sont comme ça avec plusieurs couleurs et il y en a qui sont comme ça tout avec une couleur. Je préfère ceux-là, les plus fantaisie, parce qu'il y a trois couleurs dessus. On peut, si on veut par exemple le noir, le jaune et le rouge, on peut en prendre qu'un seul avec celui-là. C'était au temps où l'on ne disait pas éducation nationale mais instruction publique. On apprenait entre autres la science ou la géographie sur des cartes murales. La réserve du musée de l'école à Chartres est un véritable conservatoire. La culture de la carotte, oui. Ça donne envie d'herboriser. C'est les ombellifères, toutes ces planches suivaient un programme officiel. On essayait que la présentation soit originale. Donc il fallait que l'attention des enfants soit attirée par le dessin, par les textes, par l'histoire elle-même. Car certaines planches racontaient des histoires, comme une BD en couleur. Je me rappelle tout à fait, d'ailleurs j'en ai élevé moi-même, de l'œuf au tétard, du tétard qui perd peu à peu sa queue, qui acquiert des membres et qui devient la grenouille. François Cavana se souvient de ces leçons de choses ou d'arithmétique où il fallait lever les yeux, observer ces planches murales, décrivant poids et mesures en bois ou métal. On découvrait les cylindres, pyramides, trapèzes, de quoi s'interroger. Quand la maîtresse à l'école maternelle arrivait avec cette grande carte-là, de trous, pour l'accrocher, on savait que ça allait être quelque chose d'intéressant. On aimait bien ça, c'était passionnant, des belles images. Là. Le lapin, comment c'est fait à l'intérieur. Toutes les cartes étaient intéressantes et s'inscrivaient dans la mémoire. Combien de maîtres d'école ont expliqué grâce à ces gravures l'histoire de France? Tenez, la guerre des Gaules, souvenez-vous. Vercingétorix, par exemple, ça m'est rentré dans la tête à cette époque-là et je ne peux plus voir autrement. La première image qui me vient, c'est le tableau avec Vercingétorix jetant ses armes devant César d'un air arrogant. Il faut dire que pour un vaincu, le cheval blanc magnifique qui était à côté, et puis César. Végétal, animal, corps humain, tout était dessiné, colorié dans les moindres détails. À sa grande surprise, il apprit ainsi l'immensité de la Terre et celle des océans. Quand on m'a appris qu'en réalité, l'océan couvrait toute la Terre et que c'est la terre ferme qui était une exception, voilà qui m'a marqué. Cela encore, c'est en voyant un planisphère que je m'en suis rendu compte. À l'époque, on insistait beaucoup sur la culture générale, c'est-à-dire sur la connaissance du plus de choses possibles de la vie qui nous entourait, des techniques, du français aussi, de la langue. Même si ce n'était pas très approfondi, en tout cas, on avait des vues sur tout. Ces cartes du savoir, il y a bientôt 25 ans qu'on ne les utilise plus. Alors que reste-t-il, sinon des images gravées à jamais pour certaines générations d'écoliers et un peu de nostalgie? Henri Delmas avait 21 ans en 1935. Fraîchement diplômé de l'école normale, il fit classe cette année-là pour la première fois. Je voulais rester au pays, dans ma Lozère. Je sortais d'une famille excessivement modeste et il fallait trouver une situation. Premier poste, premier pas dans la classe unique d'un tout petit village de Lozère. Une dizaine d'enfants de 5 à 14 ans et un baptême pédagogique mémorable. Un des premiers jours de classe dans le village, il y avait un petit bambin qui était venu, qui avait 5 ans, qui ne savait pas parler français, qui ne parlait que patois. J'étais allé à la classe, bon, je me suis occupé de lui comme j'ai pu. Et puis, au bout d'un moment, tandis que je m'occupais des grands, tout d'un coup, je l'ai entendu qui criait « Moussu, yeway, besoin d'épissa !» Et en même temps qu'il m'avait dit ça, il y avait une flaque sur le plancher de la classe.
Tous les jours, l'instituteur retrouvait sa salle de classe. Face au pupitre des élèves et devant un tableau noir, il n'eut 34 ans durant qu'une ambition, apprendre aux enfants à lire, écrire et compter. J'ai aimé énormément faire travailler mes élèves sur le français. J'avais instauré ce que s'appelle le texte libre, c'est-à-dire que je laissais mes élèves libres de me raconter ce qu'ils voulaient. On leur apprenait à calligraphier, à faire les pleins et les déliés. C'était très passionnant. Il y en a qui écrivaient très bien. Et le maître essayait de bien écrire aussi. L'école, c'était la même ou presque. Il y avait la même odeur de vieux bois, d'encre fraîche et de papier neuf. Et nous regardions avec dévotion celui qui nous distribuait, comme à eux aujourd'hui, ces choses merveilleuses qui se nomment selon les âges, l'alphabet, la grammaire, la géographie. Nous étions à l'époque le bon Dieu du village, entre le curé et l'instituteur. Nous étions certainement les deux personnalités les plus en vue du village. Je trouve que nous avons vécu une époque formidable. Le plaisir de prendre ces gosses à 5 ans, de les voir, de les mouler, de les voir monter, et jusqu'à arriver à se débrouiller tout seul, mais c'est follement passionnant. J'avais une grande fille qui avait 14 ans, qui devait passer le certificat d'études. Je l'avais gardée après la classe pour lui enseigner même quelques notions d'algèbre pour que si elle continuait après, qu'elle puisse s'intégrer beaucoup plus facilement. Cette personne-là, je l'ai retrouvée 50 ans après. 50 ans après, elle m'a dit que c'était grâce à moi qu'elle avait pu continuer ses études. Eh bien, vous savez, ça fait plaisir quand même. La plus précieuse des reconnaissances, le sentiment d'avoir donné, d'avoir accompagné une destinée.